parce que ce matin, on va aussi vous montrer une opération de grande ampleur avec les forces spéciales de nos 3 armées, des commandos d'élite pilotés par le commandement des opérations spéciales qui fête cette année ses 30 ans. On va retrouver Denis Brognard. Denis Brognard, vous êtes en direct de Biscarrosse sur l'un des sites de la Direction Générale de l'Armement. Décrivez-nous cette opération atlantique que vous allez nous faire vivre. C'est comme cela que nous l'avons baptisée. Bonjour Marie-Sophie, bonjour à tous. Effectivement, sous le soleil du petit matin, à bord de ce Caracal, hélicoptère transporteur de troupes du 4e régiment des hélicoptères des forces spéciales. Nous sommes en approche d'une zone, effectivement, où dans un premier temps, nous allons détruire un radar. C'est en tout cas, comme vous le disiez, une opération de grande ampleur sur ce site, grand comme 2 fois Paris, que nous allons vivre avec les commandos marines, avec les commandos de l'armée de terre, avec les commandos de l'air, exactement comme vous nous l'indiquiez, les forces spéciales, le commandant des forces spéciales, avec l'objectif de détruire un camp ennemi extrêmement bien armé avec 2 chars, 2 mitrailleuses. Et nous allons vous tenir en haleine tout au long de la matinée, avec évidemment plusieurs interventions, notamment celle de Carence Padrigon que vous retrouvez en ce moment même dans un Rafale, et Thomas Misraki qui est pour l'instant à bord d'un avion AWACS, l'avion radar. Donc nous allons vous faire vivre ça tout au long de cette matinée, et notamment avec les commandos du 1er RPIMA qui sont à côté de moi dans ce Caracal. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Denis. C'est une opération exceptionnelle, cette opération Atlantique que l'on va suivre tout à l'heure avec vous, organisée à l'occasion des 30 ans du commandement des opérations spéciales. Beaucoup de séquences et des images spectaculaires à venir. On va revenir à Paris, à quelques dizaines de mètres de cette place de la Concorde, puisque peu à peu sont en train d'arriver, vous le voyez, l'ensemble des militaires qui vont participer à ce défilé. On va retrouver, au-delà de la gendarmerie, de la garde républicaine, de la Légion étrangère, des tout nouveaux blindés, les Jaguars. Mathieu Desmoulins, on l'évoquait avec vous tout à l'heure, ce sera leur tout premier défilé. Absolument, Adrien, je suis en ce moment même sur ce qu'on peut appeler un petit nouveau. Enfin, quand je dis petit nouveau, c'est un petit peu un abus de langage, parce que pour vous donner quelques chiffres du véhicule blindé, c'est un engin blindé de ce qu'on appelle de reconnaissance et de combat. Il fait environ 25 tonnes, 7 mètres de long, 3 mètres de large. Et pour les amener de Brétigny-sur-Orge, regardez ce matin, il a fallu amener sur ces grands camions 3 Jaguars qui vont se positionner dans quelques minutes. Alors on peut peut-être faire un petit tour du propriétaire. Il y a 3 manières de tirer avec ces véhicules de combat. Ils sont destinés à être mobilisés sur des terrains difficiles, sur des zones urbaines, des zones montagneuses. Il y a d'abord le grand canon à l'intérieur, et puis il y a sur les côtés 2 missiles moyenne portée qui permettent de tirer à 4 km. Et puis enfin, tout en haut de ce Jaguar, de cet engin blindé, il y a une mitraillette qui est pilotée de l'intérieur du véhicule. Pourquoi vous ne l'avez jamais vu, ce véhicule, Adrien, auparavant? C'est parce qu'il a été livré il y a quelques mois. C'est son tout premier défilé, et il est stocké en ce moment dans le Var, au 1er régiment des chasseurs d'Afrique. Bonjour, adjudant Gaëtan. On imagine qu'il y a une grande fierté à le faire défiler pour la première fois sur les champs. Ah, évidemment, c'est une grande fierté, d'autant plus que le régiment, ça fait 19 ans que le régiment n'a pas défilé, et on arrive avec le petit dernier. Donc du coup, évidemment, oui, c'est une grande fierté, quoi. D'un mot, est-ce qu'il a déjà pu servir sur le terrain, ou est-ce qu'il va partir bientôt? Alors, pour l'instant, on l'utilise juste pour des fins de formation. Pour l'instant, il s'agit encore de former tous les personnels sur ce véhicule. Et du coup, oui, pour l'instant, il ne partira pas, il n'est pas prévu tout de suite d'être déployé en opération. Merci beaucoup. Vous êtes chargé d'ailleurs de faire la formation à toutes les autres unités qui pourraient être amenées à utiliser ce genre de véhicule. Aujourd'hui, il y en a à peu près une vingtaine dans l'armée. Mais l'objectif fixé par l'armée française, c'est d'en avoir 300 véhicules comme celui-ci à l'horizon 2030. Et on continue évidemment de vous faire vivre les coulisses de ce défilé. On a plein de séquences inédites à vous montrer. On va retrouver là maintenant
un autre de nos grands fils rouges de la matinée, c'est François-Xavier Ménage. Il se trouve maintenant au pied de l'Arche de la Défense avec 5 militaires des troupes de haute montagne. Ils vont nous faire vivre une opération de grande ampleur sur ce parvis de la Défense avec François-Xavier, un saut jamais vu. Ah, et pas n'importe quel saut, hein. On va en parler avec le commandant Chevalier qui va nous accompagner tout au long de la matinée. Bonjour à vous. Bonjour François-Xavier. Un saut à 110 mètres de hauteur, 4 militaires d'élite qui vont donc sauter dans le vide avec un voile, et ce sera absolument spectaculaire et ça n'a jamais été vu. Auparavant, avec vous mon commandant, vous avez donc 10 hommes qui sont des alpinistes plus que chevronnés au sein de l'armée. Votre quotidien, ça ressemble à quoi? Finalement, si on devait résumer le groupe militaire de haute montagne à un mot, ce serait l'alpinisme, mais un alpinisme résolument moderne et innovant. Il s'agit pour le groupe d'explorer sur terre et dans les airs cette activité, car on comprend bien qu'on peut descendre de plusieurs manières d'un sommet. D'ailleurs, on s'en rendra compte tout à l'heure. Et finalement, tous ces savoir-faire et toutes ces techniques, elles sont directement retransmises vers les forces et en particulier vers les commandos montagne. Les commandos hier en Afghanistan, aujourd'hui au Mali, peut-être demain d'ailleurs aux portes de l'Ukraine. Voilà donc pour le dispositif. Il y a des hommes qui sont déjà à quelques dizaines de mètres de nous en train de grimper. Et nous, on est parti pour faire la même chose. En avant. Eh bien François-Xavier, c'est bon. Allez, c'est parti. On est parti. Ouais, je garantis pas que ça va être simple, mais le cœur y est. À tout à l'heure. On va à présent retrouver Gilles Boulot qui se trouve un peu plus loin du côté du pont de Neuilly pour une nouvelle démonstration. Des images à nouveau spectaculaires, exceptionnelles et inédites que TF1 vous fait vivre tout au long de cette matinée. Toujours à bord de cet hélicoptère de la sécurité civile avec une mission, une démonstration pour vous montrer combien ces hommes s'engagent pour le secours aux personnes dans des milieux périlleux. Ils le font à la mer, ils le font en haute montagne, ils le font dans les villes. Rendez-vous compte, l'année dernière, cette formation militaire de la sécurité civile a porté secours à 14 000 personnes, soit un sauvetage toutes les 37 minutes. Ce à quoi nous allons assister dans quelques instants, c'est une démonstration en 3 étapes. D'abord, Gilles, à bord de cet hélicoptère, sera élitreillé sur une barge pour une opération d'évacuation. Évacuation de civils suite à une inondation. Il s'agit bien sûr d'une simulation, d'une démonstration pour vous montrer tout ce dont sont capables ces hommes qui s'engagent pour vous, pour nous au quotidien. Nous suivrons un petit peu plus tard l'opération de sauvetage en tant que telle. Et ensuite, dans la matinée, nous retrouverons Gilles dans une configuration inédite. Image incroyable, suspendu dans une nacelle à 300 mètres du sol, 30 mètres sous son hélicoptère. Ce sera des images incroyables. Nous allons donc nous approcher et retrouver Gilles dans quelques instants pour cette opération. Vous le voyez, le survol de Paris s'est achevé. On distingue au loin l'hélicoptère de Gilles et juste à côté, ce deuxième hélicoptère qui nous permet précisément de recevoir les images en direct que vous voyez d'hélicoptère à hélicoptère. Ils volent l'un à côté de l'autre à quelques mètres à peine. On est ici encore au-dessus du bois de Boulogne, en direction bien évidemment de l'ouest de la capitale. Neuilly, pour ceux qui ne situent pas, c'est juste au nord-ouest de Paris. C'est en réalité au bout quasiment de cette avenue des Champs-Élysées, puis de l'avenue de la Grande Armée. La perspective incroyable que nous vous faisions découvrir tout à l'heure avec Marie-Sophie. Cette opération, Gilles l'a minutieusement préparée avec les hommes qui l'ont accompagnée. Cette formation militaire de la sécurité civile, elle dispose du seul moyen de sauver les habitants par la voie des airs grâce à une nacelle incroyable que vous découvrirez tout à l'heure. C'est une nacelle qui s'appelle Escape. Escape, c'est le mot pour dire évasion, échappatoire en anglais. C'est une nacelle qui permet, vous le verrez tout à l'heure, de transporter sans aucun garde-fou des secours, une quinzaine de personnes environ. Et vous voyez cette petite grappe qui est en train de se dessiner. C'est précisément Gilles, avec un homme de la formation militaire de la sécurité civile, qui va être élitreillé, je vous le disais, en direction d'une barge pour l'évacuation d'habitants. Encore une fois, il s'agit de simuler l'inondation d'un immeuble d'habitation, mais ce sont des opérations qui sont réalisées très régulièrement. On écoute Gilles. Se baisse alors même que l'hélicoptère, lui, continue à avancer. Regardez, nous les voyons derrière nous. Vous voyez ce ponton avec ces personnes qui pourraient être eh bien, des personnes demandant refuge et demandant de l'aide. Ce sont par définition des personnes
inexpérimentés, ça peut être des personnes âgées, des enfants qui ont besoin d'aide et qui doivent être élitreillés, sauvés dans les plus brefs délais. Et croyez-moi, avec ces as de la sécurité civile, ils sont entre de très très bonnes mains. Il y a des difficultés, il ne faut pas heurter des obstacles, il ne faut pas heurter des arbres, ça se passe au centimètre près, au décimètre près, il ne faut pas se tromper, voyez, sinon vous tombez dans la Seine, ce qui serait évidemment malencontreux. Voilà, nous sommes avec mon camarade sauveteur et nous allons nous poser, et voilà, et c'est fait, et c'est parfait, et nous sommes là, et voilà. Nous sommes ici avec le treuil et voilà, vous m'entendez sans doute, j'espère que vous m'entendez, voilà, nous sommes ici grâce à ce sauveteur, l'opération a duré à peu près 3 minutes de manière synchronisée. Voici ces deux vedettes qui donc vont venir secourir ces personnes alors que l'eau monte, c'est le scénario malheureusement réaliste qui a donc été envisagé, l'eau monte et donc des personnes inexpérimentées doivent donc être secourus dans des temps très rapides avec donc ces sauveteurs qui sont là. Regardez un peu la maestria, la rapidité avec laquelle ils font ça. Cela fait des années qu'ils s'entraînent plusieurs fois par semaine. Et regardez un peu comme ils font. Voilà, nous sommes donc là avec eux. L'opération continue et là, chaque seconde compte. Chaque seconde compte parce qu'il faut évidemment faire des rotations, évacuer 2 personnes, 10 personnes qui parfois sont stressées. Vous me le confirmez, parfois les personnes que vous secourez sont stressées, elles sont inexpérimentées. Exactement. Notre but, c'est vraiment de les rassurer, de les mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir les évacuer juste après. Et que dites-vous à ces personnes eh bien, quand elles ont peur, quand elles se disent vous ne pouvez pas me suspendre au bout d'un filin sous un hélicoptère? Je leur dis que tout se passera bien, qu'on a l'habitude et que c'est comme ça qu'on les évacuera le mieux. Et vous vous donnez combien de temps pour évacuer 4 ou 5 personnes? Le temps qu'il faudra, le plus important c'est la sécurité. Pour les personnels, pour nous et pour nos personnels qu'on va évacuer. Combien de fois avez-vous répété cette manœuvre? Combien de fois l'avez-vous répété? Pour aujourd'hui, on l'a fait 2 fois. Et vous, dans votre vie, depuis que vous êtes dans Ça fait 16 ans que je fais ce travail. Et il y a des fois où c'était très compliqué? Oui, bien sûr. Notamment à Nice, dans la baie de la Roya. Bien sûr, vous étiez dans la Roya. Mais ça peut arriver, et malheureusement l'actualité nous le rappelle, ça peut arriver également en cas d'incendie, j'imagine, lorsqu'il y a un incendie très violent. Il y en a en ce moment dans les Landes qui sont particulièrement violents. Et là encore, chaque seconde compte, il faut sauver ces gens le plus rapidement possible, les évacuer. Tout à fait, c'est exactement ça. Notre but, c'est d'évacuer les gens le plus vite possible dès qu'il y a un danger. Et là, vous avez fait ce métier par quoi? Par vocation, par volonté de servir, d'être utile? Par passion. Bon, merci beaucoup. Voyez, donc, tous vont repartir sur ces vedettes. Ils vont repartir sur ces vedettes pour être mis en lieu sûr. Eh bien, ça va être fait dans quelques instants. C'était donc cet exercice incroyablement précis, millimétré. Eh bien, voilà, c'est à vous et je vous rends l'antenne. C'est à vous, à tout de suite. Merci beaucoup Gilles. Alors nous ne sommes pas encore en l'air, mais on va avoir à peu près la vue que vous avez vue dans quelques dizaines de minutes maintenant. Le CASA est en route, il fait chauffer les moteurs et puis vous voyez ces ambassadeurs de l'armée de l'air, ces parachutistes qui vont faire des figures en même temps que je vais sauter avec mon tandem. Ils sont déjà en train de répéter les figures. C'est pas anodin du tout de répéter jusqu'au dernier moment, hein. Je suis avec le capitaine Frédéric qui va m'expliquer pourquoi ces figures-là, ce n'est pas que de la représentation. C'est très très technique. Alors ce sont des figures effectivement qui sont très techniques. L'ensemble de l'équipe qui est représentative des différentes spécialités de l'armée de l'air est unie pour effectuer une performance aéronautique qui est technique d'un point de vue parachutiste. Expliquez-nous, en fait on dit qu'on donne sa voile parce que vous allez vous accrocher aux voiles les uns des autres. Hein. Exactement, donc nous allons nous accrocher les uns aux autres et la personne qui donne sa voile donc fait confiance à son équipier. Pourquoi? Parce qu'elle devient complètement impilotable? Alors elle devient impilotable, on peut faire des choses mais on se repose sur le pilote de la formation qui lui va diriger l'ensemble de la figure.
Donc c'est vraiment une confiance et une fraternité et quelque chose de très fort au niveau humain. Ça peut mal se passer très vite en l'air quand on est en parachute? Ça peut toujours, donc surtout ce genre de discipline peut se dégrader rapidement. Donc on a un entraînement très rigoureux, on est sélectionné au niveau des gens qui font ce genre de figure et on va vraiment faire ce qu'il faut pour que la figure vole bien et que ça se passe dans les meilleures conditions. Major Philippe, ils ont combien de vols à leur actif, ces hommes? On compte à peu près une moyenne de 300 sauts, 300-500 sauts par personne. Et vous? Moi j'en ai 3007. 3700 sauts et toujours la même concentration? Toujours la même concentration, la même rigueur dans les sauts, c'est très important, surtout pour la discipline que l'on pratique, où il faut être toujours vigilant et être à la sécurité de son camarade, puisqu'on est accrochés les uns par rapport aux autres. Sauter sur Paris, il paraît que c'est quand même rare dans une carrière. C'est très rare, ouais, c'est très rare, c'est un honneur, un privilège, et c'est vrai qu'on a la chance de participer à ça aujourd'hui avec vous. Alors, je voulais quand même vous présenter un membre de cette équipe qui a un destin incroyable. On va aller le retrouver. Sergent-chef Michael, merci beaucoup. Votre présence ici, elle n'était pas évidente il y a quelques années. Je résume votre histoire. En 2015, vous étiez dans les forces spéciales au Sahel. Votre véhicule a sauté sur un IED, une bombe artisanale. Et là, c'est un long combat qui a commencé. Expliquez-nous combien de mois d'hôpital et ce que vous avez risqué. Oui, alors cet événement-là, c'est brutal et difficile. Donc ça a engendré une grave blessure à ma jambe gauche. Donc un avenir devenu complètement incertain. Voilà, donc après une longue phase de soins, 18 mois environ, la plupart du temps à l'hôpital, à Percy, ici, à Clamart. Puis beaucoup de sport aussi, le sport m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, non seulement vous avez sauvé votre jambe, mais vous êtes tireur d'élite à la police du ciel et vous êtes aussi parachutiste. Quand vous repensez à ce parcours, vous vous dites quoi? Je suis content d'être en arrivé là, parce que c'était pas facile. Beaucoup de travail pour en arriver là et du coup je suis très content aujourd'hui d'avoir réintégré les forces et d'être membre de l'équipe ambassadeur parachutiste. En tout cas, bravo pour votre parcours, votre ténacité et profitez bien de ce saut au-dessus de Paris, ça va être incroyable. Voilà Adrien.